Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver vos émissions bien évidemment sur nos réseaux sociaux et notamment la page YouTube d'El Magharibiya. On va revenir sur cette actualité qui domine aussi l'Algérie, qui fait une des actualités en Algérie. C'était il y a 48 heures, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, dans une allocution notamment présentée et prononcée à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire pour 2023-2024. Donc le président du Conseil de la Nation a appelé lundi la nécessité de renforcer le front intérieur en concrétisation de l'initiative du président de la République. Il a affirmé aussi que l'Algérie a besoin du front intérieur. Voilà un mot, front intérieur, deux mots qui sont maintenant évoqués depuis plusieurs mois. On va revenir bien évidemment sur toutes ces personnes, ces institutions, ces partis politiques qui ont évoqué derrière le président de la République. Donc le front intérieur et aussi cette nouvelle Algérie au programme ce soir. Donc il a affirmé que l'Algérie a besoin d'un front intérieur fort pour faire face aux ennemis à l'étranger. Donc on va essayer de comprendre, et dit-il, qui sont aujourd'hui sortis au grand jour, encore une fois, les ennemis de l'Algérie qui sont apparemment sortis au grand jour aujourd'hui, mais c'est aussi des termes qui reviennent maintenant depuis plusieurs décennies. On en parle vraiment aux Algériens et aux Algériennes tous les jours, l'ennemi extérieur, la main étrangère. Il est revenu aussi sur les engagements qui ont été respectés par le président algérien. On va y revenir avec nos invités. Et puis aussi, il est revenu sur l'initiative du président en faveur du règlement au Niger. On va essayer aussi peut-être de l'évoquer ce soir, en quoi aussi l'Algérie a la légitimité, la crédibilité de tenter de régler, d'être médiatrice notamment sur les conflits ukrainiens avec la Russie ou encore au Niger, alors que l'Algérie n'a pas du tout été sollicitée pour le Mali, le Burkina Faso, la Libye, entre autres, alors que vous le savez, l'Algérie étant quand même dans une position géostratégique très importante. Donc on va aussi y revenir. Et puis alors, il est place aux jeunes, l'accent sur le rôle des jeunes dans l'édification de l'Algérie nouvelle, notamment après la création du Conseil supérieur de la jeunesse. L'Algérie a besoin aujourd'hui, dit-il, de tous ses enfants, toute obédience confondue, pour construire son avenir, quand on sait qu'aujourd'hui plusieurs jeunes tentent de s'exprimer, tentent de faire de la politique, tentent de se réunir, tentent de monter des associations. Et bien derrière ça, il y a tout de même une répression, une liberté d'expression qui est totalement bafouée. Et puis on reviendra aussi sur ce qu'il a évoqué, 85 milliards de dollars, soit plus de 20 milliards de dollars de réserves de change, donc 20 milliards de plus, donc le pays a atteint en 2023. Cette situation a été et est toujours une aubaine, nous dit ici le président du Conseil de la Nation, pour l'Algérie, donc pour le peuple algérien. Bien, on va essayer de comprendre en quoi effectivement cela apporte au peuple algérien quand on voit aujourd'hui le pouvoir d'achat. Tous les Ramadan, ce mois béni, ce mois saint, sont quand même dans des difficultés au quotidien pour les Algériens et les Algériennes. Les fournitures scolaires, on va en parler avec nos invités aussi dans quelques instants, qui dépassent déjà vraiment toute limite. En parlant effectivement de ces jeunes, de ces artistes, de ces personnes qui tentent de se réunir en solidarité. Regardez cette image. Cette image, c'est le Conseil, le Comité national pour la libération des détenus, le CNLD précisément. Voilà, Bouzguen, Wilaya de Tizi Ouzou, les organisateurs du gala de solidarité en faveur des victimes des incendies de Béjaïa. Vous me direz ici donc plutôt positif, qui s'est déroulé le 8 août au village Sahal de Bouzguen. Eh bien, tous les organisateurs sont tous convoqués un par un et auditionnés. C'est pour vous dire, quand certains militants observateurs parlent d'une prison à ciel ouvert, la question se pose encore aujourd'hui, notamment avec le CNLD, qui tous les jours n'a plus de place d'ailleurs sur ses réseaux sociaux pour revenir sur cette répression. Allez, sans plus tarder, nos invités avec nous ce soir, le docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique de longue date, médecin. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Fichaben, salam alaikum. Je salue toute l'équipe de Magharibiya Al-Habiba et je salue toutes les téléspectatrices et spectateurs qui suivent cette chaîne tant suivie et tant aimée par les Algériens. Ceux surtout qui aspirent à la dignité, le sharaf, le karama, la justice, la démocratie.
Merci infiniment. On tente effectivement tant bien que mal à notre humble niveau, mais surtout avec vous. C'est avec vous qu'on essaye d'apporter, d'éclairer avec vos réflexions et les téléspectateurs, les Algériennes, mais pas que. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, qui sont pas du tout algériens, mais qui tentent de nous poser des questions pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe au pays. Docteur en économie, analyste politique, écrivain aussi, son dernier bouquin, donc dernière sortie il y a quelques semaines aux éditions L'Harmattan, Slimane Azem, il rend hommage à Slimane Azem, c'est Hassan Hiresh, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Docteur Chiban, bonsoir aux téléspectateurs et à votre équipe. Merci infiniment. Voilà le titre de l'émission. Il est en bas de votre écran. La concrétisation par le président de ces 54 engagement. Docteur Mohamed Lamine Chiban, je vais commencer avec vous et puis on va en parler ce soir puisque quand on nous parle de 85 milliards de réserves de change, en quoi ça change au pays. On va regarder cette image justement sur ce classement proposé par cette chaîne de télé Al Arabiya précisément avec un classement notamment sur l'état des services sanitaires, sur les hôpitaux, notamment les pays du Maghreb. Voilà, sur votre écran. Donc, ce classement, la Tunisie donc qui arrive en première position, en deuxième le Maroc et en troisième l'Algérie, alors qu'un président nous parle tout de même, docteur Mohamed Lamine Chiban, je vous fais réagir là-dessus. On a quand même un président de la République qui nous parle d'une nouvelle Algérie, d'un pays aujourd'hui qui atteint l'excellence, qui atteint le summum. Dernièrement, il y a quelques mois, dans le cadre de son mandat, devant les chaînes de télévision, il disait clairement que l'Algérie avait le meilleur système de santé. Quand vous voyez ce classement, il est selon vous légitime la santé aujourd'hui en Algérie? Oui, auparavant, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à une éminente pédiatre de Constantine que nous venons de perdre, qui est docteur Faji Ouizahia, qui est très connu à Constantine. Alors, mes sincères condoléances et que puisse Allah assister toute sa famille dans ces moments pénibles. Maintenant, pour revenir à votre question, si Chaban, bien sûr, ça se confirme. L'index de sécurité sanitaire, qui est un rapport mondial, il avait classé l'Algérie parmi les derniers pays en système de santé. De même que l'indice de robusté santé. C'est la même chose. L'Algérie est classée toujours parmi les derniers pays. Et puis, est-ce que vous savez que on dépense 3 fois plus d'argent que la Tunisie, et vous venez de le dire, et pourtant la Tunisie est classée mieux que nous. Donc arrêtons de dire que nous sommes le meilleur système de santé en Afrique. Ce sont les rapports mondiaux qui confirment cela. Il faudrait pas se mettre se leurrer, il faudrait pas se mettre le doigt dans l'œil. C'est une triste et amère réalité. Nous vivons une situation de santé qui est alarmante. Les gestions qui ont été auparavant d'ailleurs les différents quelques ministres de la Santé sont en prison, sans les citer. Donc on voit un petit peu la gestion désastreuse de ce système de santé. Et puis comment expliquer alors que l'année passée, nous avons perdu plus de 80 hospitalo-universitaires qui sont allés renforcer le système de santé en France. Nous avons perdu plus de 1200 médecins qui ont réussi à leur examen, qui sont partis en France. Nous avons plus de 1200 étudiants en médecine en France. Donc, ça explique tout, mon ami Chaben. Le système de santé chez nous, il est vraiment lamentable. Il faut le reconnaître, il est vraiment lamentable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ex-ministre de la Santé qui le reconnaît. C'est M. Bambouzid lui-même qui avait déclaré cela. Donc, mon Dieu, il faudrait quand même travailler davantage et arrêter de dire n'importe quoi. Nous avons un système de santé. D'ailleurs, vous avez remarqué lors du Covid, nous avons été classés en matière de vaccination derrière le Maroc, alors que nous sommes mieux que le Maroc. Nous avons plus de ressources que le Maroc. C'est une question de bonne gestion, mon ami Chabel.
Merci de rester avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Hassan Helech, analyste politique, on va en parler ce soir avec les sorties notamment de Salah Goudjil sur ce front intérieur, la concrétisation de l'initiative des initiatives du président algérien. Ça fait partie de ses engagements tout de même. Est-ce que cette situation en Algérie, alors on peut comprendre un peu les réponses déjà en écoutant le docteur, est-ce que cela, selon vous, est de plus en plus compliqué, la situation est pire qu'avant peut-être de 2019, malgré cette nouvelle Algérie et tous ces moyens annoncés? Écoutez, vous savez, quand on observe le cheminement pris par l'Algérie indépendante, on constate malheureusement qu'il y a une dégradation constante des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions de santé, des conditions de formation, etc. Dans tous les domaines, malheureusement, il y a une situation absolument déclinante et ce n'est pas évidemment étonnant que le dernier président, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, trouve déjà une situation absolument déplorable qu'il aurait fallu évidemment relever, mais la politique qu'il a adoptée, que son équipe a adoptée, ne va pas dans le bon sens et on constate une dégradation accélérée, comme vient de le dire le docteur Chibane, au niveau de la santé. Ce qu'observent les Algériens, c'est que si on avait vraiment un système de santé performant, on n'aurait pas vu les walis, les officiers de l'armée, de la police, les procureurs, les juges, etc., tous ceux qui ont un minimum de pouvoir en Algérie, partir se faire soigner à l'étranger, particulièrement en France, qu'ils vilipendent entre parenthèses, mais qu'ils aiment bien retrouver pour leurs soins, pour leur famille, pour l'éducation de leurs enfants, pour faire leurs achats, pour passer leurs vacances, etc. Donc on est en pleine contradiction. Malheureusement, la méthode Coué ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que l'Algérie va bien, va mieux, que l'Algérie est un grand pays, que ceci, cela, etc. Toute cette langue de bois, ce discours, effectivement, comme vous l'avez si bien dit dans votre éditorial, qu'on entend depuis des décennies, où on expose l'Algérie comme étant un des pays, les plus importants de la planète, mais qu'en réalité, dans tous les classements, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la liberté de la presse, que ce soit à n'importe quel niveau, l'Algérie malheureusement est à la traîne. Elle est parmi les pays les plus dictatoriaux, les plus pauvres, les plus désorganisés, etc. Bon, maintenant, évidemment, il y a un héritage. Il y a un héritage. Est-ce qu'il y aura un redressement d'ici les prochaines années? De mon point de vue, il ne peut pas avoir de redressement dans la mesure où le peuple algérien ne participe pas, est empêché de participer au développement de son pays. Il ne peut pas s'exprimer pour justement parler de ses besoins, parler de sa volonté au niveau politique, au niveau stratégique, au niveau de son avenir, au niveau de sa jeunesse, ainsi de suite. Donc, il y a des contradictions entre des discours de langue de bois habituels et puis la réalité sur le terrain où les Algériens souffrent. Ils souffrent de tout. Ils souffrent des salaires qui sont extrêmement réduits, ils souffrent de l'inflation, l'augmentation des prix, ils souffrent des pénuries, ils souffrent du mal logement, ils souffrent de la mal-vie d'une façon générale. Et donc, l'Algérie est devenue une vaste salle d'attente. Chacun attend un visa, qu'il soit jeune ou moins jeune, pour partir en Occident, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et chacun, malheureusement, est là, impuissant à changer le cours des choses dans ce pays où la malédiction semble régner. Donc aujourd'hui, il faut un sursaut. Il faut profiter justement de la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune pour
justement réserver ce qui lui reste de mandat à un changement de cap, à faire participer enfin les Algériens, à proposer une période de transition et aller vers un processus de plus en plus démocratique où l'Algérien aura son droit de parler, son droit de s'organiser comme parti politique, comme syndicat, comme association, etc. Quand on voit que les Algériens ne peuvent même pas s'exprimer dans un café littéraire, ne peuvent même pas s'exprimer dans un article de Facebook, etc., on est loin du compte. Et je crois que l'Algérie est totalement malade et je crois qu'elle ne peut pas faire face aux défis extérieurs, justement, qui sont réels, ceux-là. C'est au moins cette vérité que le pouvoir nous assène depuis un certain nombre de mois, c'est qu'il y a effectivement des dangers extérieurs, mais il n'y a pas une bonne voie pour résoudre justement ces défis. Bien au contraire, ils accentuent la gravité de ces dangers. On aura le temps encore, il nous reste pas mal de temps pour y revenir. Docteur Mohamed Lamine Chebane, ce front interne, selon vous, ça veut dire quoi? Puisque maintenant, depuis plusieurs mois, on rappelle mi-août, donc on a Monsieur Bengrina qui revient là-dessus en nous parlant de cohésion, le président du mouvement Elbina qui revient notamment sur cette initiative, donc qui vise, en parlant de cette initiative qu'il met en place à renforcer les valeurs de cohésion nationale. Est-ce que ça veut dire que l'Algérie est divisée, mais le front intérieur, le front unitaire, c'est un ingrédient c'est une soupe qui revient aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs mois, vraiment dans la bouche de plusieurs représentants. Bengrina, ici Salah Goudji, le chef d'état-major Saïd Chengreha, le président de la République. L'APS, c'est quoi? C'est une volonté, selon vous, vraiment d'unir, c'est préparer 2024, c'est peut-être faire face, encore une fois, à cet ennemi étranger. Comment vous expliquez ceci? Ou est-ce que c'est du vent, c'est peut-être pour faire fausse route au peuple algérien? Oui, mais je voudrais auparavant saluer M. Hirsch. Et je partage totalement ce qu'il vient de dire. Quand on voit que l'ambassade des USA, si vous permettez, l'ambassade des USA en Algérie, elle offre aux futurs étudiants qui seront sélectionnés pour aller étudier en Amérique, elle leur offre alors là un logement universitaire, une prise en charge des frais de visa, le titre de séjour, de voyage, une assurance maladie universitaire et en plus, cerise sur le gâteau, un PC portable. Mais c'est incroyable. شوف الدول اللي تحترم l'élite. مش كيما احنا l'élite تاعنا اللي راهي هاربة. Elle fuit le pays. Elle en a marre de ce système-là. Alors pour revenir à votre question, Monsieur Chaaben, écoutez, les années 70, les années boumediennes, alors là, l'ennemi, c'était qui? C'était Raj'iyya, c'était la réaction. Alors on disait, Jish, Sha'b, Vod Raj'iyya. Alors là, on répétait cela à longueur de la journée, hein. Et puis, les années 90, Tazarouel, c'était Khawana, Moujrimin, Murtaziqa. Voilà comment on dit, on classait les ennemis de l'Algérie. Donc, l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur, notre ennemi, c'est combattre l'injustice. Notre ennemi, c'est ouvrir le champ médiatique à l'opposition. Notre ennemi, c'est arrêter de harceler les citoyens algériens. Si on veut vraiment renforcer, faire un front uni pour l'épanouissement de notre peuple, c'est permettre à ce peuple justement de choisir librement ses élus. Malheureusement, on est encore loin de cela, très loin encore de cela. Et alors, arrêtons de dire l'adou al-khariji. De quel adou vous parlez? Au contraire, si nous avons un ennemi, c'est ce que je viens de dire. C'est comment récupérer l'argent qui a été dilapidé par les Sabas. C'est ça notre ennemi. Comment récupérer nos avoirs qui sont en Suisse et en France, nos avoirs qui sont dans les Émirats Arabes Unis. Comment reprendre ces voyous qui nous ont volés et qui sont partis dans la nature et qu'on n'arrive pas à les retrouver. Voilà notre ennemi.
Une fois كما قالها هذاك اللي راح المرسول تاع الروم اللي راح لعمر بن الخطاب قال له عدلت فأمنت فنمت. En partant de la justice, عدلت, on va créer justement la sécurité. Et tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de sécurité et il y aura les harragas. Et encore une fois, nos jeunes qui meurent tous les jours qui traversent, qui fuient ce pays justement. Hassan Hayash, peut-être la même question selon vous. Qu'est-ce que veut dire ce front unitaire, ce front interne, cette union en parlant aussi de ce dénominateur commun, c'est ce qu'avait évoqué aussi le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de cette interview enregistrée et diffusée. Et je pousse un peu ma question et vous avez le temps vraiment d'intervenir. Comment effectivement peut-on appeler à l'unité à l'unité nationale avec effectivement un certain nombre de secteurs qui sont fermés aujourd'hui, même s'il y a ces initiatives où certains comme le FFS ou Ben Grina appellent, les champs politiques, médiatiques sont fermés, les associations. Est-ce qu'on peut vraiment dire au peuple algérien l'unité et le front interne, ou alors est-ce que le pouvoir, coûte que coûte, a envie vraiment qu'il y ait ce parti unique et que tout le monde aille dans le même sens? Non, je crois que Salah Goujil ne se trompe pas. Il fait ni appel ni aux Algériens ni à l'unité nationale. Il est clair et il se contredit en même temps. Il dit la nécessité de renforcer le front intérieur, ce qui veut dire qu'il existe déjà ce front intérieur. Donc il fait certainement allusion évidemment à des gens comme lui, des gens comme Ben Grina, comme Naïma Salahi, comme Abdelaziz Belaïd, et des gens qui sont satellites du pouvoir. Et en même temps, la contradiction, il dit l'Algérie a besoin d'un front intérieur. Donc quand on a besoin, c'est qu'on ne l'a pas. Donc il y a cette contradiction. D'un côté, il fait appel à ce front intérieur, et de l'autre, il dit que l'Algérie a besoin d'un front intérieur. Donc vous voyez, en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, M. Salah Goujil. Il est là pour débiter une langue de bois comme il sait le faire, comme il l'a fait depuis des décennies. Il n'y a aucune espèce d'innovation, même pas au niveau du vocabulaire. Malheureusement, on en est là. Donc j'ai regardé un petit peu son discours. Si je devais vraiment l'analyser point par point, vraiment, ce serait absolument catastrophique. Parce que tout ce qu'il dit, évidemment, relève de la fabulation, relève d'un mythe. Et il n'y a absolument rien de concret sur le terrain en réalité. Quand il parle de l'ennemi extérieur, il ne nous cite pas quel est cet ennemi extérieur. Il ne nous dit pas, est-ce que c'est un pays précis? Est-ce que ce sont les pays avec lesquels l'Algérie est en froid, à savoir le Maroc, Israël et l'Espagne? Ou est-ce que c'est d'autres ennemis extérieurs, c'est-à-dire les pays du BRICS qui ont refusé l'adhésion de l'Algérie à cet ensemble géopolitique? Est-ce que l'ennemi extérieur, ce sont des gens qui s'expriment librement à l'extérieur comme nous, et qu'on voudrait que l'Algérie soit un pays démocratique, un pays de liberté, un pays attractif qui puisse attirer non seulement ses enfants qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, mais aussi attirer des ingénieurs, des médecins, etc., au lieu justement d'avoir le processus inverse, c'est-à-dire l'hémorragie au niveau des cadres. Dr Chiban parlait des médecins tout à l'heure, des médecins généralistes, des spécialistes, mais aussi des infirmières, des infirmiers, du personnel médical, tout ça, des pharmaciens qui partent et qui s'installent effectivement en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est une hémorragie extrêmement grave qui affaiblit malheureusement l'Algérie. Donc M. Salah Goujil ne veut pas, fait partie de ceux qui ne veulent pas
prendre les problèmes cruciaux, les problèmes sérieux que vit l'Algérie, les prendre en main, les affronter avec l'ensemble de l'Algérie, avec l'ensemble des forces politiques. Donc le front intérieur dont il parle, c'est un mythe. C'est des gens qui sont là, parasites du système, et empêchent justement les gens, la minorité du pouvoir qui veut faire respirer l'Algérie, qui veut... Pardonnez-moi. Pardon ? Pardonnez-moi juste de vous interrompre. Est-ce que c'est pas aussi 2024 Est-ce qu'il n'y a pas derrière une sorte de conditionnement, peut-être de lavage de cerveau, en essayant vraiment de rabâcher, de revenir sur ces termes, et peut-être que pour 2024, tous derrière le président actuel pour ce deuxième tour? Malheureusement, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas de lisibilité. On ne peut pas savoir si c'est un vrai appui à Abdelmajid Tebboune ou si lui-même, il ne se met pas en scène justement pour prétendre à être un candidat et éventuellement être adoubé par les décideurs et devenir le futur président. Ça, malheureusement, on n'a pas de lisibilité, mais moi, je n'exclus pas le fait qu'il veuille lui-même, en réalité, dans son discours, il essaye d'avoir justement un discours, comment dire, de candidat à la candidature. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être lié à cette comment dire, période qui s'ouvre devant nous, qui est celle des futures élections de 2024. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de presse libre, comme il n'y a pas de possibilité justement de s'exprimer, on ne peut pas connaître les véritables desseins des uns et des autres. Merci Hassan Halash. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Docteur Mohamed Lamine Chebane, même une question sur, on va évoquer bien évidemment ces 85 milliards de dollars de réserve de change dans un instant, mais peut-être deux minutes. Hassan Halash, on l'explique aussi que voilà, peut-être que ces termes-là ne disent pas grand-chose, mais en tout cas maintenant, depuis plusieurs mois, c'est des choses qui reviennent énormément, entre autres la PS, je vais donner quelques exemples, des personnes politiques en Algérie. Le pouvoir tente quoi ici d'être tous derrière Abdelmajid Tebboune, lavage de cerveau, conditionnement, de démontrer au peuple qu'il n'y a que lui et pour le prochain mandat, c'est tout simplement la bonne personne. Mon ami Chaben, le peuple n'est pas dupe. Le peuple, il est mûr. Le peuple saura choisir au moment opportun quand les conditions seront réunies. Autrement, si on va aller aux élections comme en 99, avec un Bouteflika qui était soutenu par l'armée et il y a des 6 candidats, dont Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, dont M. Mouloud Hamrouch, dont Abdallah Jaballah, dont Houssine, le grand Houssine Aït Ahmed, dont le colonel Youssef Khatib, que Dieu lui prête longue vie encore, qui est le dernier chef historique, le dernier chef de militaire. Alors, les 6 se sont retirés parce qu'on voyait déjà le Tazwir commencer. Donc maintenant, il est temps, si vraiment on veut avancer, si on veut vraiment être respecté par le BRICS, justement, on a été humilié, on a été rejeté, on a été humilié, et on a préféré l'Éthiopie. L'Éthiopie qui, dans les années 70, c'était la sécheresse, c'était la famine, et maintenant on choisit l'Éthiopie à la Zaïre. On choisit les Bédouins du désert arabique en les années 70, qui deviennent maintenant les Émirats arabes unis, respectés. Donc, si on veut persister, si on signe toujours dans la médiocrité, eh bien, qu'on reste dans la médiocrité. Maintenant, si on veut vraiment avancer, il est temps, justement, de s'ouvrir à l'opposition. La véritable opposition. L'opposition crédible. L'opposition qui est respectée et qui est aimée, clamée par le peuple. Et non pas cette pseudo-opposition en choisissant les islamistes, en choisissant quelques laïcs, et on se dit, allez, on va aller aux élections. Je pense que c'est une erreur, encore une erreur. C'est une occasion
une occasion pour vraiment se ressaisir. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaaben. Merci, je reviens à vous dans un instant. Docteur en économie, Hassan Hilachi, il était important de vous avoir ce soir du temps de Bouteflika, si je ne me trompe pas, c'était 200 milliards de réserves de change. On a vu et on voit aujourd'hui le constat est fait malheureusement tous les soirs par les invités syndicalistes, les personnes qui vivent en Algérie, encore une fois, et on aimerait entendre autre chose, mais c'est la réalité. 85 milliards de dollars, soit plus de 20 milliards par rapport à mars 2023 de réserves de change. Une guerre en Ukraine qui dure depuis février 2022 qui a engendré notamment une hausse des prix à des hydrocarbures. C'est 85 milliards de dollars, Hassan Hilachi, ça vous évoque quoi? Est-ce que vraiment cette situation a été et est toujours une aubaine pour l'Algérie, nous dit Salah Goudjil? Vu le pays, c'est une réalité. Comment vous analysez ces... Je pense que c'est une aubaine pour le régime, parce que ça lui permet de durer, ça lui permet effectivement d'arroser les uns et les autres qui soutiennent ce système-là. Et c'est malheureusement pas une aubaine pour le peuple algérien, parce qu'il n'y a pas de véritables investissements. Je rappelle que l'industrie en Algérie ne représente que 5% du PIB. Je rappelle que nous importons 70% et plus de nos besoins, aussi bien alimentaires que de produits facturés. Je rappelle qu'il y a un appareil de production qui est complètement obsolète et que malheureusement nous sommes dans un capitalisme d'État. Ce sont des sociétés nationales d'État qui tiennent le haut du pavé, donc il n'y a pas d'investissements privés ni nationaux ni internationaux, et donc que l'État en fait s'occupe de tout, et à force d'être omniprésent, il devient omni-absent, et donc il y a totalement un décalage de cette économie et des besoins des Algériens. Les Algériens ont besoin de manger à leur faim, ont besoin de se faire soigner, ont besoin d'éduquer leurs enfants, ont besoin de sécurité, etc. Et tous ces besoins, malheureusement, ne sont pas remplis. Nous sommes dans un pays totalement en difficulté. On voit bien, par exemple, l'impuissance de l'État à faire face aux incendies, à faire face au manque d'eau, à faire face aux sécheresses, aux épidémies, à faire face à l'augmentation de la population, donc d'augmentation forcément de ses besoins, à faire face tout simplement aux besoins des technologies, à faire face à la réforme des institutions, à la réforme de l'armée elle-même. On voit par exemple les difficultés maintenant de la Russie, qui est notre partenaire principal. Je ne sais pas ce qui se trame derrière tout ça. Justement, est-ce que lorsqu'il parle des ennemis étrangers, est-ce que c'est justement la Russie, Lavrov, qui a bien dit que l'adhésion aux BRICS nécessitait un pays fort, un pays organisé, un pays qui a une économie, etc. Et donc le fait que l'Algérie ait été exclue, est-ce que maintenant on se rend compte que finalement la Russie n'est pas un si fiable allié qu'on le dit ou qu'on le pense, et qu'il y a tout simplement une relation à sens unique? Donc il y a beaucoup plus de points d'interrogation en ce qui concerne la configuration économique, politique, géopolitique, etc. Et je vais vous dire, M. Chaaben, l'économie c'est d'abord la politique. L'économie c'est d'abord la confiance. Sans la confiance, ça a été mon premier cours en première année de sciences économiques. S'il n'y a pas une confiance entre les différents opérateurs économiques, entre les citoyens et les dirigeants, s'il n'y a pas un minimum d'autonomie de décision, vous savez, à partir du moment où un responsable d'une entreprise, un responsable d'une université, un responsable d'une institution n'a pas le pouvoir de décision. Il doit s'en référer toujours plus haut, et même à son ministre qui n'a pas véritablement le pouvoir, et donc ça traîne. Et aujourd'hui d'ailleurs,
les vrais gestionnaires qui veulent que ça change, ils n'ont pas malheureusement la possibilité de décider, parce qu'il y a toujours des décideurs dans l'ombre et on ne sait pas à qui on a affaire. Vous savez, moi j'ai travaillé beaucoup avec de grandes entreprises européennes en tant que consultant. Ils me disent toujours, Monsieur Hiresh, mais on n'a pas d'interlocuteur en Algérie. On arrive, on est reçu par quelqu'un du ministère ou par le Wali ou par quelqu'un de la Wilaya, etc. Ils avancent dans leurs discussions, dans leurs accords, etc. Et à la dernière minute, leur interlocuteur leur dit, écoutez, je ne suis pas habilité à prendre la décision, à signer des documents, je vais en référer à plus haut. Et puis, quand ils en réfèrent à plus haut, ça part dans les oubliettes et les projets restent dans les tiroirs. Et donc, les étrangers se retirent et on assiste malheureusement comme ça à une espèce de désertification des investissements et c'est extrêmement grave pour l'Algérie. Aujourd'hui, avec comment dire, les salaires qui sont si bas en Algérie, avec l'énergie, le pétrole et le gaz, normalement, le retrait des industries occidentales de la Russie et qui s'orientent aujourd'hui vers le Vietnam et vers l'Inde aurait dû s'orienter en grande partie vers l'Algérie, parce que nous pouvons leur offrir la main-d'œuvre jeune, nous pouvons leur offrir de l'énergie pas chère, nous pouvons leur offrir énormément de possibilités, mais malheureusement notre pays n'est pas attractif. Notre pays n'a pas de lisibilité et n'a pas de visibilité, et donc il n'est pas possible tout simplement d'avoir des prévisions économiques. Or, investissement signifie visibilité, lisibilité, signifie statistique, signifie chiffres, signifie planification, signifie confiance, signifie stabilité du droit, stabilité du système, stabilité du pays, ainsi de suite. Donc on est très loin du compte. L'Algérie a énormément de potentiel. Je sais que les plus malheureux, ce ne sont pas nous, les opposants. Les plus malheureux, c'est les quelques cadres qui sont à l'intérieur du système et qui peuvent rien faire. Merci. Merci pour ces précisions économiques, docteur en économie, Hassan Hiresh. Mohamed Lamine Chiban, docteur analyste, militant politique. Je le disais tout à l'heure, selon les chiffres du temps de Tfilqa, c'est 200 milliards de dollars, notamment de réserves de change. Ici, on a Salah Goudjil annonce 85 milliards et puis il dit, je le répète, mais cette situation a été et est toujours une aubaine pour l'Algérie, donc pour le peuple algérien. Vous voyez ces choses-là quand vous parliez il y a quelques instants un peu cette situation de plus en plus compliquée. On peut les rappeler, mais vous allez le faire beaucoup mieux que moi. La rentrée, l'eau, l'électricité, le pouvoir d'achat. Est-ce que réellement cet argent va servir enfin au développement du peuple algérien ? Cette question est bien posée, mon ami Chabel, et tout à fait. Comment allons-nous gérer cet argent ? Et malheureusement, nous n'avons pas une Assemblée nationale libre qui pourrait éventuellement faire la lumière sur des scandales, sur des dépassements. Nous n'avons pas un Sénat crédible, mon ami Chabel, pour cela. Et c'est justement, je rejoins c'est Hiresh qui parlait, pour avoir une économie réellement florissante, il faudrait d'abord passer par la paix. Et quand on dit la paix, c'est justement la paix, c'est se réconcilier avec notre opposition et faire un front uni, comme le disait le président du Sénat, mais pas de front uni avec des pseudo-partis, avec des personnalités non crédibles. Le pouvoir, il connaît, il véritablement le peuple algérien. Il le connaît très bien. Alors, je voudrais vous citer Lamartine quand il disait la différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est les hommes. Alors, il faudrait avoir ces hommes pour savoir gérer ce pays. Nous devons, mon ami Chaben, négocier une paix durable avec nos frères marocains.
justement, il faut le dire tout haut, notre Marocain, pour la stabilité de la région. C'est très important. Et le bien des peuples, c'est pour le bien de nos peuples. Et se concentrer sur le développement économique. Si nous restons comme ça, il serait vraiment totalement suicidaire, mon ami Chaben, de maintenir une guerre larvée, à commencer avec nos frères marocains. Ensuite, je voudrais vous dire, mon ami Chaben, il est impératif d'améliorer nos indicateurs macroéconomiques, comme l'a si bien dit M. Hersh, de 200 milliards de dollars de PIB. Mais est-ce que vous savez, on est derrière la Thaïlande. La Thaïlande, elle fait mieux que nous. Alors là, est-ce que vous savez, mon ami Chaben, que le Taman Ras, la wilaya Taman Ras, elle seule, la superficie, c'est la superficie de l'Allemagne, toute l'Allemagne. Est-ce que vous savez que l'Algérie, la superficie de l'Algérie, c'est la superficie de toute l'Europe? Alors, comment se fait-il qu'on soit refusé et rejeté et humilié par les membres du BRICS? Là reste la question, il faudrait donc voir notre problème. Alors, le virus est chez nous. Donc, une fois, on retrouvera la solution à nos propres problèmes. À ce moment-là, l'Algérie se hissera parmi les pays les plus développés au monde. Avant de donner le mot de la fin à Hassan Helech sur l'ordre de passage, vraiment 1 minute 30 rapidement. Cette rentrée scolaire annoncée le 19 septembre, Dr Mohamed Amin Shiban, vous sentez bien les choses arriver? Il y a eu un travail qui a été fait rapidement, on y reviendra dans quelques jours dans le cadre de nos éditions. Ils ont annoncé tardivement la rentrée scolaire pour le 19 septembre. Chose qui n'était pas du tout durant les années précédentes. C'était pas début septembre. Est-ce que vous savez qu'en Palestine, ils sont rentrés? Ils ont fait leur rentrée scolaire au Palestine le 4 septembre, de même que le Maroc. Alors là, nous sommes pour le 19. Pourquoi le 19? Parce que justement, c'est la pénurie de certains, à mon avis, de certains produits. Et puis, il y a tas d'autres facteurs qui ont fait que nous avons hésité et comment il fallait, sous la pression justement des enseignants et la pression des parents, pour décider le 19. Inch'Allah, ce sera le 19. Ça ne va pas encore être reporté pour quelques jours en plus. Là, c'est une question de bonne gestion, de bonne gouvernance, mon ami Chaben. Il faudrait vraiment avoir le courage de dire toute la vérité, rien que la vérité au peuple algérien. On y reviendra bien évidemment, et sachez malheureusement que c'était le même scénario aussi l'année dernière, si on ne se trompe pas. Il y avait beaucoup de spéculations sur les dates, et une information importante au moment où le pouvoir, la présidence, le pouvoir algérien a annoncé aussi ce changement de langue, etc. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas spécialement des annonces faites sur cette rentrée scolaire. Le mot de la fin, 2 petites minutes, Hassan Helech, comment vous voyez l'avenir? Peut-être un mot d'espoir, qu'est-ce qui pourrait changer ceci? Moi, je vois l'avenir plutôt malheureusement sombre, parce qu'à partir du moment où des gens comme Karim Tabou, comme Zoubida Soul, Fatri Arras, etc., Mohsin Belabbas sont bâillonnés, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas faire des propositions pour leur pays, etc., ils ne peuvent pas se réunir, qu'on entend que les gens qui sont satellites du pouvoir. Je pense que malheureusement, pour le moment en tout cas, le régime en place n'est pas décidé à procéder à un changement radical, à une rupture avec tout ce système qui est un système malheureusement de gabegie, de désorganisation, un système qui n'a pas de contrôle, comme dit si bien Louni Saïd Minglet, Hakim ou Nsaïn Hakim, un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis très malheureux de voir mon pays sombrer dans la médiocrité, sombrer dans la corruption, sombrer dans la répression, etc. Je sais qu'il y a des Algériens qui sont capables de prendre en main ce pays. Ils sont à l'intérieur et à l'extérieur du système. À l'intérieur, ils sont malheureusement une minorité, une petite minorité. Ils restent pour le moment impuissants, ils restent pour le moment non écoutés. Et il faut espérer que peut-être les prochaines élections, il y ait
une espèce Un de changement. ressaisissement. Et on ne peut pas changer un système avec un discours de moral. Il faut un discours courageux, politique, de changement radical et de refondation de l'État. Et on pourra évidemment parler déjà à ce moment-là de la scolarité qui est un chaos, une guerre linguistique comme pas possible. Je voudrais, comme le mot de la fin, oui. Comme docteur Chibane, moi aussi présenter mes condoléances à la famille de Abdouel Imam. Abdouel Imam, qui est un sociolinguiste oranais absolument brillant que l'Algérie n'a pas su utiliser, qui a été enseignant ici en France et qui a été enseignant à Naplouse en Palestine et qui est un spécialiste de la langue populaire d'Algérie, le Darija, et préconisait justement l'enseignement dès les premières années pour l'enfant, dès les premières années, l'enseignement de Tamazight et de la Darija, pour passer ensuite et seulement ensuite à la langue française, qui est la langue de la documentation, la langue des 7 millions d'Algériens qui sont à l'étranger. J'ose espérer que l'espoir ne sera pas quand même totalement vain. Merci infiniment Hassan Helaj d'avoir été avec nous, docteur en économie, analyste politique, écrivain aussi, et puis docteur Mohamed El-Amin Chibane. Effectivement, des questions qui se posent tous les soirs, les syndicats, les ONG, les associations aussi, la Ligue algérienne des droits de l'homme, vous parlez des partis politiques, il y a le RCD aussi avec Mohsen Bella Abbas, Atman Mazouz, il y a aussi le fils avec Ali Belhadj qui est contraint malheureusement de rester aussi dans quelques mètres de son appartement par exemple, puis les familles aussi, vous parliez de l'UDS, entre autres, on en parle effectivement régulièrement. Dans quelques instants, des questions qui se posent, la liberté encore aujourd'hui, on essaye de comprendre. Dans quelques instants, l'édito de mon confrère ami Jamaldine Benchenouf, juste derrière, je pense que c'est Jamal Talab, si je me trompe pas. Merci à l'équipe technique. Prenez soin de vous, bonne soirée à tous sur El Marharabi.